Merci Céline. On va pouvoir commencer cette seconde table ronde. La première traiter de la question de la gouvernance. Dans un contexte de transition, on a choisi de traiter d'une autre thématique que l'on aborde au sein du GIS Optima, qui est la thématique de l'évaluation, qui ne s'applique plus à la politique de tourisme, mais plutôt à la politique de solidarité. Donc on a co-construit ensemble une table ronde qui s'intéresse justement aux problématiques de pilotage des politiques de solidarité en contexte financier contraint et en questionnant le rôle que pourrait jouer l'évaluation. Avant de présenter les différents intervenants qui nous ont fait l'amitié de venir parmi nous, une petite vidéo qui vous présentera les éléments, je dirais, simplifiés sur la question de l'évaluation. L'évaluation des politiques publiques en 2 minutes. C'est quoi l'évaluation des politiques publiques ? L'évaluation d'une politique publique consiste à comparer ses objectifs initialement fixés, non seulement à ses moyens qu'elle met en œuvre, à ses réalisations produites en termes de services rendus, mais aussi à ses effets sur le territoire concerné. L'évaluation se distingue ainsi des outils classiques de la gestion publique, focalisée sur des logiques de contrôle et de vérification, car elle doit permettre d'aboutir à un jugement partagé sur la pertinence, l'efficacité, l'efficience ou encore la réponse aux besoins de la politique publique engagée. L'évaluation permet alors d'appréhender la globalité de la performance d'une politique publique en s'intéressant à différentes dimensions, et pas seulement, comme c'est souvent le cas, aux seuls moyens financiers consommés. Dans ce cadre, la valeur d'une action publique intègre à la fois des mesures financières, organisationnelles, de services publics, mais aussi territoriales, en lien avec la population concernée. L'évaluation se développe en France au début des années 90. Elle se développe ensuite au niveau étatique, via la LOLF, la RGPP, la MAP, ou encore Action publique 2022, ou à l'échelle européenne, avec le développement des financements par appel à projets. Dans les collectivités locales, elle reste encore réduite en pratique et constitue une source d'innovation importante, sauf pour quelques collectivités déjà engagées. Pourquoi évaluer les politiques publiques ? Les enjeux d'une évaluation des politiques publiques sont doubles. Tout d'abord, dans une logique interne, l'évaluation permet d'apporter des informations aux décideurs afin qu'ils questionnent les choix stratégiques et financiers de leur collectivité. Pour faire face au contexte contraint local, les managers publics locaux, élus ou cadres, peuvent alors s'appuyer sur l'évaluation des politiques publiques pour mieux apprécier les besoins et satisfactions de leur population et pour adapter leurs services rendus. Ensuite, l'évaluation des politiques publiques peut constituer un levier d'amélioration de la démocratie locale. En effet, face aux exigences croissantes d'efficacité et de qualité des prestations des services rendus à la population, l'évaluation permet aux citoyens, si elle est communiquée, de mieux connaître la réalité, mais aussi la valeur d'une action publique menée. Elle permet aussi à la collectivité de mieux rendre compte des politiques engagées en contrepartie des deniers publics mobilisés. Comment évaluer les politiques publiques ? Compte tenu de sa définition englobante, l'évaluation des politiques publiques semble devoir s'appuyer sur plusieurs étapes. Tout d'abord, il est nécessaire de caractériser la politique évaluée, que cela soit en termes de contexte d'étude, de services publics concernés ou encore d'orientation stratégique. Elle nécessite ensuite la détermination d'indicateurs de performance adaptés pour mesurer la performance globale de l'action menée. Un tableau de bord peut être constitué en agrégeant différents indicateurs sur la politique évaluée. Enfin, une analyse peut être réalisée compte tenu de l'ensemble de ces éléments pour dégager des pistes d'amélioration et préconisations pour le futur. L'évaluation peut alors être communiquée pour alimenter le circuit de prise de décision. En conclusion, l'évaluation semble constituer une démarche d'actualité permettant de dépasser une vision budgétaire et réglementaire pour prendre en considération les effets et impacts des politiques sur la situation réelle des populations concernées. Malgré ces premiers éléments, plusieurs questions restent toutefois en suspens. Comment apprécier la valeur d'une politique publique de manière impartiale et objective ? Comment améliorer la prise de décision des collectivités dans un contexte contraint en s'appuyant sur l'évaluation de l'action locale ?
Comment définir, mettre en œuvre des indicateurs et des tableaux de bord adaptés aux spécificités d'une politique publique ? Voilà, c'est quelques questions auxquelles on essaiera de répondre dans cette table ronde qui concerne l'évaluation, vous l'avez compris, adaptée à un terrain, puisque toutes les politiques publiques sont concernées. Au regard du sujet qui nous concernait, on a fait le choix de choisir la politique de solidarité pour traiter cette question, mais je serai l'animateur de cette table ronde, le gestionnaire du temps aussi, puisqu'on a 1h30 à notre disposition, un peu moins maintenant. Où on aura 10-15 minutes d'intervention pour chacun des intervenants, moi y compris, puisque je ferai le lien avec la dimension universitaire. Et ensuite, on essaiera de réserver 20 minutes, une demi-heure sur les questions que la salle pourra poser. Donc, travailler dès à présent à imaginer des questions que vous pourrez poser à nos différents intervenants. J'ai la joie d'accueillir dans ce sens trois personnes, puisque vous l'avez compris, le GIS Optima veille à ces croisements de regards entre des universitaires et des praticiens. Et donc nous aurons la joie d'accueillir Daniel Elie, qui est administrateur général, directeur général des services de la mairie de Saint-Pierre, qui interviendra sur cette thématique de l'évaluation. Madame Rosita Waro, qui est aussi DGS, mais là maintenant de la CINOR, qui est un EPCI de la région Réunion, qui interviendra aussi sur cette thématique. Et monsieur Hugues Maillot, qui est directeur général adjoint du département de la Réunion, qui interviendra aussi sur la question de l'évaluation et de l'action sociale. Donc je vais sans tarder donner la parole à monsieur Elie pour commencer à interagir et voir quels sont les terrains d'application. Alors au choix, vous pouvez rester là-bas ou venir ici, c'est vous qui voyez. Donc je vais vous laisser la main, vous avez votre diaporama, il suffit d'appuyer sur les flèches, vous avez le micro. D'accord, merci. Bonjour à tous. Le comité d'organisation de l'AFMAT m'a demandé d'apporter une contribution sur un sujet important pour l'aménagement de notre île et du bien-être de nos concitoyens. En prenant pour exemple l'évaluation de la stratégie de construction de logements sociaux dans les quartiers de Saint-Pierre, mise en œuvre dans le cadre de la résorption de l'habitat insalubre. Pour bien appréhender cette problématique, il convient de faire un retour pratiquement de 50 ans en arrière et de se placer en 1977. La commune de Saint-Pierre vient d'élire un nouveau maire. Il s'agit du sénateur-maire Alfred Isotier, une personnalité issue de la grande bourgeoisie industrielle du Sud, dont le slogan de campagne était « Éradiquer les bidonvilles, développer Saint-Pierre et préparer sa modernisation ». Sortant à peine de la période de colonisation, qui se termina en 1946, avec la départementalisation de la Réunion, très pauvre, s'éveille progressivement avec un nouveau mode de vie dans lequel la solidarité nationale s'exerce de plein droit. Pour l'État et les collectivités, notamment pour Saint-Pierre, il s'agissait de traiter le problème de la misère, notamment à travers l'éradication des poches d'habitat indignes qui concernaient des milliers de familles habitant soit sur les pas géométriques, soit sur les terrains communaux. La stratégie qui a été mise en œuvre était la suivante. D'abord, créer un service dédié. Ensuite, mobiliser des dizaines d'hectares de foncier disponibles. Lancer un recensement des familles habitant des bidonvilles. Mettre en place les moyens financiers importants en sollicitant la participation de l'État, qui devenait dès lors un acteur de premier plan dans le dispositif. Planifier cette opération sur 20 ans en utilisant les outils juridiques appropriés. POS, droit de préemption. S'inscrire dans des stratégies globales d'aménagement en tenant compte des besoins des populations relogées, notamment les constructions d'écoles, de crèches, des lieux de loisirs. Réaliser près de 900 LTS attribués en grande partie aux familles des bidonvilles sur la base d'un acte notarié.
contractualisés avec les bailleurs sociaux, enfin, pour construire des opérations futures. Pour illustrer cette réflexion, je vous propose de visionner un reportage diffusé il y a 42 ans sur l'antenne de RFO en 1983, par lequel les journalistes de l'époque faisaient découvrir aux Réunionnais les conditions de vie dans les bidonvilles de Tanambo, à Saint-Pierre. C'est une vidéo qu'on peut retrouver sur YouTube. Ensuite, je vous présenterai l'évolution des quartiers à travers quelques diapos et j'aborderai enfin, en quelques mots, les perspectives d'avenir de la ville de Saint-Pierre en tant que capitale du Sud. D'une centaine de familles, quelques 500 personnes au total. Envie de vous envoler pour Paris? Avec French Bee, envolez-vous vers la France métropolitaine. Profitez de nos... Jetez-la sur ce promontoire de roches volcaniques, en dehors d'une société qui les repousse, les tient à l'écart et qui finit par ignorer leur existence. Ceux de Tanambo rêvent d'avoir un chemin qui viendrait jusqu'à eux, c'est une nécessité. Une revendication. Maintenant, je suis un docteur. Si par exemple il arrive un malade le soir, il fait venir un docteur, il n'a pas de chemin pour le docteur. Non, il n'a pas de chemin pour le docteur. Partout, il va passer dans les rochers, dans les boues. Comment il peut faire? Tout n'est qu'incertitude et dénuement à Tanambo. La misère, c'est la case précaire dont le toit fuit. C'est le logement étroit. De l'eau de la case est tel qu'il est. Il ne peut pas vivre. Il gagne 700 francs le mois. Il ne voit pas quelle vie il peut faire. Alors là, ma case, comment il est tout le temps élevé ici, ensemble, mais pas qu'on gagne des dollars mettre ici. Il sait vivre même, il sait bouter comme des enfants. Ah, ça, mais à voir. Il demande peut-être un jour, bon Dieu, on aura pitié de m'en gagner. Une existence avec en arrière-plan un chômage généralisé qui dure parfois depuis plusieurs années. Et la même idée qui tracasse et obsède chaque famille, comment faire pour vivre et pour manger. Ainsi va la vie à Tanambo. Dans ce royaume de l'indigence, la solidarité est un principe sacré. On partage tout puisque tout est rare. Il y a une unique fontaine pour tous, on y boit, on s'y lave, on y fait la vaisselle et on s'y approvisionne en eau. Ou alors, avec l'assentiment des autres, on y branche un tuyau pour amener de l'eau chez soi pendant un quart d'heure, une demi-heure. Pour survivre à Tanambo, chacun fait un peu d'élevage. Chez les Borelli, on vit à 5 dans une pièce unique, coupée en 2 par un rideau. Il y a 2 lits, l'un pour Marie-Madeleine Borelli et ses 2 enfants, l'autre pour ses 2 frères qui vivent avec elle. Chacun prépare chez soi son repas qui se résume le plus souvent à un peu de riz, parfois avec des grains. Ce soir, chez les Borelli, il y a au menu un curry pilchard. Et puis, comme un signal, des enfants surgissent de la nuit avec leur assiette émaillée et se rassemblent pour prendre le dîner en commun. Avant d'aller dormir, séance de télévision. Marie-Madeleine Borelli en a un chez elle qui attire la marmaille des environs. En cette période de fête de fin d'année, le beau monde et la joie des autres font ainsi irruption dans l'univers des bidonvilles. À Tanambo, qui ne connaît ni plombier, ni couvreur, ni carreleur, la très haute technicité de l'espace arrive par l'image. Mais l'écran, une fois éteint, les réalités reprennent leurs doigts souverainement. Mon selvi n'a coulé la nuit quand la mer sec, mais ça la fait la nuit. Par exemple, il n'y a pas ni bal, ni cinéma, mais il n'y a rien que télé, normal ici, et il n'y a pas non plus aucun alcool. On selvi comme ça. À Tanambo, la plupart des enfants à la misère ne connaîtront pas de fête. Mais ils feront semblant, par l'imagination et l'invention, d'y prendre aussi leur part. Presque tous à Tanambo n'ont qu'une idée, aller vivre ailleurs. Oui, mais à condition d'avoir les moyens pécuniaires pour mener cette existence différente. Une espérance peu partagée. Il n'y a pas de place pour l'illusion à Tanambo, même l'espoir semble inconnu.
Comment aurait-il ici droit de citer quand le service de l'habitat social refuse une feuille de tôle pour retaper la case? Donc, durant toute la saison des grosses pluies, il faudra continuer, le soir venu, à déplacer les lits. Décidément, pour survivre à Tanambo, il faut se battre même contre la nuit. Mesdames, Messieurs, vous venez de voir une réalité, une vérité qui a existé il y a 50 ans. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Je souhaiterais vous présenter quelques photos de la situation de Saint-Pierre aujourd'hui. Je vais peut-être m'expliquer comment ça fonctionne. Oui. Là, j'ai proposé une petite maison de Ravine Blanche à Saint-Pierre des années 80. Ici, vous avez aujourd'hui ce qui se passe dans notre quartier de Ravine Blanche à Saint-Pierre. Ce quartier a été totalement réhabilité puisque nous avons bénéficié d'un programme en rue. L'opération de Ravine Blanche a coûté 150 millions d'euros, financée en partie par l'État. C'est une opération totalement nouvelle sur un quartier qui était bidonvillisé. Là, c'est aussi un groupe de logements situé à Ravine Blanche. Là, nous avons pensé qu'il fallait construire, réaliser un espace de loisirs pour les familles qui habitaient en périphérie du quartier de Ravine Blanche. Là, nous sommes à Jolifond. Jolifond, nous avons construit 900 logements pour faire en sorte de loger un certain nombre de familles issues des bidonvilles. Là, c'est un LTS parmi les 900 que nous avons construits et qui, aujourd'hui, ce LTS est propriété d'une famille qui a eu ce logement il y a 25 ans, 30 ans de cela. Nous sommes sur la ZAC OI, la ZAC Océan Indien, où là aussi, il y a un gros programme de logement et d'aménagement qui a été réalisé. Dans ce quartier de la ZAC OI, vous avez des constructions nouvelles, vous avez le CHU, l'université, les complexes sportifs et des logements sociaux, et dont une centaine qui a été réservée aux personnes de bidonville de Tanambo. Alors, je vais dire encore quelques mots par rapport à la situation d'aujourd'hui. Comme vous avez vu, il y a eu une évolution qui s'est opérée par rapport il y a 50 ans, il y a un demi-siècle. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, tant mieux. Il faut se dire qu'entre la période de 1980 et aujourd'hui, nous avons construit des milliers de logements sociaux. Parce que derrière, il y a une réalité. Cette réalité, c'est que la problématique de logement, il fallait la régler. Aujourd'hui, elle n'est pas totalement réglée. Vous avez dû voir dans la presse, il y a à peu près une semaine de cela, qu'on annonçait près de 50 000 demandes de logement qui étaient en instance à La Réunion. À Saint-Pierre, il y en a 3 000 à 4 000 demandes de logement en instance. Il faut dire aussi que quand nous avons construit les logements, nous avons aussi réalisé un certain nombre d'équipements publics, les écoles, les crèches, les piscines, les lieux de loisirs, ce qui a fait en sorte que nous avons été contraints d'investir des sommes importantes par rapport à ces besoins. On peut dire que le projet d'Alfred Isotier, poursuivi par Élie Waro et Michel Fontaine, a fait de Saint-Pierre la ville moderne et attractive qu'elle est devenue aujourd'hui. Les résultats obtenus sont visibles par tous. Réduction de la précarité, intégration sociale, développement des investissements privés. La ville ne cesse de se développer. Elle devrait compter 100 000 habitants à l'horizon 2035. Afin d'anticiper les mutations inhérentes à son développement, elle devra mettre en place un nouveau plan d'action articulé autour des thématiques ci-après,
prévoir les constructions nouvelles afin de faire face aux besoins à l'horizon de 2035, au moins la réalisation de 10 000 nouveaux logements, renforcer la concertation avec les habitants. Je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui faire l'impasse sur les rencontres avec les habitants, parce que ça a été fait du temps où derrière, on pouvait le faire sans difficulté. Aujourd'hui, cela n'est plus possible. Optimiser les financements et les partenariats, encourager la réalisation des quartiers mixtes afin de favoriser une meilleure intégration sociale et économique. Pour conclure, la bataille pour l'intégration des bidonvilles a été gagnée sur la base d'une volonté transpartisane. L'État a joué un rôle majeur dans l'atteinte de cet objectif. La solidarité nationale par le financement a permis la réussite de cette politique de logement social. L'évaluation qu'on a pu faire nous montre que nos objectifs ont été atteints. Cependant, des défis subsistent qui nécessitent une réactivité des pouvoirs publics pour agir efficacement sur notre avenir. Je vous remercie. Merci de votre intervention. Voilà, vous remettre à votre place. On vous posera des questions tout à l'heure sur ce terrain d'application, parce que notamment vous indiquez que l'évaluation qui a été faite nous a permis de voir que les objectifs ont été atteints, même si on le note de manière très facile entre le reportage 1 et ensuite les photos que vous montrez dans un temps 2. On voit bien qu'il y a une évolution relativement importante, mais on reviendra peut-être sur la question de l'évaluation et les éléments méthodologiques qui ont été mobilisés pour voir comment les objectifs ont été atteints. Deuxième terrain d'application, on va passer, je le disais tout à l'heure, à une seconde intervention. Donc, si j'y arrive, bien sûr. Voilà. Alors, attention, parce que là, moi, en fait, je vois l'écran qui n'est pas le bon. Donc, c'est normal que je n'y arrive pas. Ah oui, d'accord. Donc, je laisse la parole à Madame Waro. Je n'ai pas besoin du pupitre, je ne pense pas. Alors, j'étais très intéressée par les propos de mon homologue du Sud, parce qu'en fait, on va se retrouver sur certains sujets, et je pense qu'on peut se questionner sur d'autres. Quand on m'a sollicité pour présenter cette problématique de pilotage des politiques de solidarité territoriale dans un contexte contraint, et parler de l'évaluation, je me suis demandé comment j'allais aborder la question. Et évidemment, la première tentation, c'est de se dire, on va en faire un sujet financier. La Réunion manque de ressources, le pouvoir d'achat n'est pas à la hauteur des besoins, comment on fait en sorte pour serrer, pour en même temps développer. Et on va parler argent, argent, argent. Et j'ai trouvé que franchement, c'était peut-être pas le meilleur angle d'attaque. Et c'était peut-être pas la meilleure façon d'aborder la solidarité territoriale, même si la tentative est grande. Et j'ai bien aimé la remarque de Mme Cadet tout à l'heure sur le management du tourisme, parce que vous avez parlé d'aménagement. Et pour moi, c'est vraiment une des politiques publiques à La Réunion qui permet de faire la solidarité. Et en plus, on sort d'un gros cyclone de Garance. Mayotte, on a vu avec Chido. Et je me suis dit, franchement, les intercommunalités qui ont cette compétence de pouvoir aménager le territoire avec bien sûr les villes et les autres partenaires institutionnels, comment nous pouvons faire en sorte d'avoir un aménagement sur le territoire nord, du coup je vais parler du territoire nord de la CINOR, qui soit équilibré, résilient et solidaire. Ça veut dire quoi? Parce que c'est très bien les concepts. Ça veut dire qu'on est capable de traduire dans nos documents, et je vais parler du SCOT puisque c'est un des outils, cette solidarité qui consiste à dire que tout le monde a accès au service public minimum. Tout le monde, quel que soit le lieu dans lequel il vit, peut pouvoir se déplacer, peut pouvoir avoir de l'eau, peut pouvoir avoir des services publics sur des tarifs identiques ou presque identiques, hein, parce que le service public vient précisément développer ce territoire. Et pour cela, à la CINOR, nous sommes dans une démarche qui est une démarche partenariale importante, puisque nous construisons notre SCOT, schéma de cohérence territoriale, qui fait 500 pages. Alors, je ne vais pas parler du SCOT de la CINOR, sinon j'en ai pour 3 quarts d'heure. En plus, je vais m'embarquer dans des sujets techniques, mais je vais perdre une partie de l'auditoire.
Je voudrais parler de deux sujets importants, prioritaires, et qui le sont encore plus aujourd'hui qu'hier, sur la politique d'aménagement du territoire. C'est la question de la préservation de la ressource en eau, et la question des réseaux. Parce que Daniel a dit très bien, on a beaucoup développé. Nous, ce qu'on dit à la CINOR, c'est qu'on doit continuer à investir sur les réseaux. Et en même temps, on doit on doit optimiser nos politiques d'investissement. C'est 300 millions d'euros de besoins sur la CINOR pour vous donner un ordre de grandeur sur les 10 prochaines années. Donc c'est comment on concilie un aménagement du territoire qui respecte les hauts, les bas, mais qui permet tout de même de ne pas faire trop d'étalement urbain pour qu'on puisse préserver la biodiversité, préserver des zones naturelles, préserver des zones agricoles. Et donc la solidarité, c'est aussi ça. C'est la puissance publique qui emmène le réseau et c'est la puissance publique qui réfléchit à comment elle optimise ses hectares. Donc deux sujets majeurs, la question des réseaux d'eau, d'assainissement, d'eau pluviale. Tout à l'heure, j'ai regardé une photo, j'ai adoré parce qu'on a ça aussi nous à la CINOR. On a des photos, vous voyez quand il y a des flaques dessus là. Ça veut dire que les gens qui sont dans les hauts, qui vont devoir descendre, passer par le chemin avec la flaque dessus, comme j'ai vu, mais c'est pareil chez nous. Hein. Ça veut dire que ça, le sol n'est pas imperméabilisé. Hein. Donc ça veut dire prochain cyclone, on passe pas. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont dans les centres, il n'y a pas de problème, ils continuent à avoir le service, une eau de qualité, service rendu, etc. Et ceux qui doivent descendre, doivent passer par ces morceaux de route avec des flaques partout, et bien dans 10 ans, ils ne passent plus. Et c'est là où je dis que la solidarité et le rôle des collectivités et de l'institution publique, c'est d'investir au bon endroit sur les réseaux, d'investir pour permettre à tous ceux qui sont dans les écarts de venir pouvoir, comme tout le monde, participer à toute la vie publique. Dans l'Hexagone, on parle beaucoup de la France périphérique ou je ne sais plus quoi là, territoire périphérique, comme quoi le rural, l'urbain. Donc nous, on a moins ça, parce qu'on s'est construit partout. Mais tout de même, on a quand même cette exigence de relier les territoires. Donc ça, c'est un point important que je voulais souligner dans le schéma de cohérence territoriale. Le deuxième point, et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais développer le SCOT et je voudrais parler d'évaluation un peu quand même, c'est la question des mobilités. Être solidaire, c'est permettre à quelqu'un sur le territoire nord et sur le territoire de la Réunion de se déplacer et de ne pas être dépendant d'un véhicule. Parce que ça coûte cher, parce que ça consomme du bilan carbone. Nous, à la CINOR, on l'a mis dans notre SCOT comme priorité, je ne sais plus si c'est la 1 ou la 2, la question de la mobilité, donc offrir un bouquet de solutions pour que l'usager ne soit pas captif de la voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit des pistes cyclables qu'on est en train de développer, soit des vélos verts, Baobab, dont tout le monde entend parler, qui va permettre de relier l'Est, Sainte-Suzanne, jusqu'au nord, jusqu'à Saint-Denis, et de diminuer de moitié des embouteillages, avoir des tarifications qui permettent à tout le monde de prendre le transport urbain, etc., etc. Et ça, pour moi, c'est de la politique de solidarité territoriale, vraiment. Et c'est aussi un engagement fort donc, de notre SCOT pour pouvoir permettre aux gens de se déplacer. On parle de la ville du quart d'heure. Alors, ça aussi, ça se discute. Alors, s'il y a des conceptuels dans la salle, là, je ne sais pas s'il y a des professeurs d'université qui seront... Ils sont là, les conceptuels. Alors, vous connaissez mieux que moi le sujet. Donc, la ville du quart d'heure. Alors, à la CINOR, on s'est inspiré de ce concept-là. Mais comme c'est un concept de l'Hexagone, je mets toujours un peu des bémols parce qu'il n'est pas tout à fait transférable. C'est l'idée de se dire à un quart d'heure, l'usager ou le citoyen, selon comment on voit les choses, peut trouver l'école, le médecin, le commerce de proximité, le transport, etc., etc. Et ça, précisément, c'est de la solidarité territoriale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'aménagement du territoire, c'est une priorité pour la Réunion, c'est une priorité pour les interco, et c'est une priorité avec les conséquences climatiques que nous allons connaître. Nous sommes très inquiets, nous, sur le territoire nord, mais je pense que mes collègues participent également à cette réflexion-là, sur les éventuelles inondations potentielles, parce que derrière tout ça, c'est des questions de vie, pour pas dire de vie et de mort. Donc, un exemple voilà, que je voulais partager avec vous sur ce qu'on fait à la CINOR en matière de schéma de cohérence territoriale et de solidarité territoriale par la même occasion. Alors après, là évidemment, je vous vends ça, donc je trouve ça super. Sauf que, comment on évalue? Et c'est le sujet.
Ouais, voilà. Alors j'ai mis un titre un peu sympa parce que je sais pas qui là à l'université m'a dit qu'il fallait faire un PowerPoint. Donc dans un moment de raréfaction des ressources, se pose la question de l'évaluation KESACO. Alors le sujet c'est en contexte restreint financièrement. Alors j'ouvre la question et je la ferme. C'est-à-dire que pour moi, je considère vraiment, mais par contre je suis convaincue dans mes fonctions et en tant que citoyen, que l'évaluation elle se pose pas que quand il n'y a plus d'argent ou quand il n'y a plus de ressources. C'est une obligation pour pouvoir construire le développement. Donc j'ai envie de dire, dans le contexte de raréfaction des ressources, elles ne sont pas que financières. Hein. La ressource, encore une fois, naturelle, elle est contrainte. La biodiversité, elle est ce qu'elle est. Hier, on était en réunion avec le préfet à La Réunion. À partir du mois d'avril, on rentre dans des périodes de sécheresse. Donc la raréfaction de la ressource, elle est globale, elle n'est pas que financière. Et l'évaluation, elle doit se poser de manière globale et pas seulement dans un contexte de restrictions financières. Alors, c'est quoi l'évaluation? J'aimerais bien, moi je ne sais pas si on a le temps de discuter. Il y a beaucoup d'écritures, beaucoup de livres. Bon, vous en connaissez sûrement mieux que moi. On a essayé de les résumer dans la petite vidéo. Ouais, j'ai trouvé ça pas mal. Mais alors, j'ai trouvé ça pas bien du tout, en fait, pour vous dire franchement. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, mais c'est pas vous, hein. On se dit pourquoi ça ne marche pas l'évaluation à la Réunion et dans les collectivités. Mais précisément à cause de ce genre de vidéo-là, on nous présente, alors ce n'est pas une critique contre vous, hein, on nous présente l'évaluation. Alors l'évaluation existe en France depuis les années 90, grâce à la loi MAPTAM, grâce à la LOLF, grâce à l'RGPD, grâce à la TTTG. Ben, c'est la meilleure façon de ne pas faire de l'évaluation. Parce que précisément, on la présente comme un outil technique. Ben, personne ne va y aller, ni nous, ni nos élus, ni personne. Donc, enfin, ça veut dire elle est très pédagogique, mais je veux dire, ça montre bien l'état d'esprit de la conception un peu française. Et nous, comme vous disiez tout à l'heure, on prend beaucoup de concepts de l'Hexagone, et donc on est dedans. Et qui est une des raisons pourquoi ça ne marche pas. Mais j'y reviendrai. Ce que je voudrais dire, d'abord, parce que vraiment, moi, je le ressens, je ne sais pas si mes collègues du département et de la mairie de Saint-Pierre le ressentent également, ce que n'est pas l'évaluation. Ce que n'est pas l'évaluation, et ça vraiment j'ai beaucoup de mal à le faire entendre, y compris dans mes équipes, y compris parfois quand je discute avec des élus ou des citoyens, ce n'est pas un indicateur de température sociale. Alors c'est un peu brut de décoffrage de dire ça, hein, mais c'est vrai. Aujourd'hui, ouais, t'as vu Facebook, ah ben ça marche pas cette affaire-là. Regarde là, tout le monde n'est pas content. Alors déjà, on n'a rien que 2 blogs qui sont sur Facebook, vous n'êtes pas content. Mais tout d'un coup, on considère que c'est de l'évaluation. Alors, j'avais regardé, je ne sais plus quel article, Pierre Rosan-Vallon, qui écrit beaucoup là-dessus. Il parle de démocratie des émotions. Alors, c'est joli, hein. Moi, je parle de dictature des réseaux sociaux. C'est 2 manières de dire des choses, les mêmes choses différemment. Et je vous assure que dans mes fonctions, moi, je suis directrice générale d'une collectivité qui fait 210 000 habitants. Je vous assure que des fois, cette question-là, elle nous perturbe. Parce qu'en effet, j'y reviendrai, est important pour nous de sentir le terrain. Et en même temps, on se dit, mais je ne vais quand même pas revoir le projet de politique publique parce qu'on a 2 personnes sur Facebook qui ont dit que ce n'est pas bon. Et donc ça, ce n'est pas de l'évaluation pour moi. Mais je ne suis pas toujours audible sur ces questions-là parce qu'en effet, pour moi, c'est des indicateurs de température sociale. Bon, on pourrait le dire de manière différente, mais... Voilà. Donc pour moi, l'évaluation, ce n'est pas ça. Pour moi, l'évaluation, ça doit être une discipline, j'ai presque envie de dire, qui doit être objectivée et scientifique. Ça ne veut pas dire qu'elle connaît tout et ça ne veut pas dire que les experts remplacent les décideurs. Parce que c'est vrai que quand on met dans l'évaluation dans la main d'un expert, on fait peur aux décideurs. Donc pour moi, c'est une démarche, et c'est là qu'on a l'intérêt d'avoir des universitaires comme vous, qui faites de la recherche, qui êtes vraiment à la pointe de l'actualité. Ça doit être pour moi une démarche scientifique qui ne souffre pas de démarche partisane, qui puisse objectiver les choses. Et pour moi, l'évaluation d'une politique publique en termes de solidarité territoriale, elle doit se penser quand on construit les projets. Et nous, sur le SCOT, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, alors, quand on a commencé à construire le schéma de cohérence territoriale, on s'est dit, il faut qu'on pense à quelques indicateurs
Je ne sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs, monsieur le professeur de l'université, parce que l'indicateur, c'est un terme dont on ne partage pas tous la même définition. Donc il faut qu'on pense dès le départ, quand on construit le projet, à quels indicateurs. Pour nous, c'est quoi une politique d'aménagement réussie? Pour nous, c'est quoi un SCOT qui fonctionne? Donc ça, on l'a fait à la CINOR. On a mis des indicateurs en termes de préservation de la biodiversité, en termes de pourcentage de population qui a accès au réseau d'eau. On a mis des indicateurs en termes de mobilité, en termes de logement, évidemment. Tu as abordé un sujet hyper important. Nous, c'est 15 000 logements en attente sur le territoire nord. Donc, c'est quand même beaucoup plus que le sud. Donc, on a mis des indicateurs. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits. Hein. Je pense d'ailleurs qu'ils méritent discussion. Mais on les a mis ex-ante. Donc ça, pour moi, c'est très, très important de se dire, si on veut faire un minimum d'évaluation, il faut le penser quand on fait le projet. Parce que sinon, on fait le projet, et après, évidemment, il faut bien qu'on dise qu'on a bien fait le projet. Donc, évidemment, on va trouver des indicateurs souvent quantitatifs pour dire que c'est très bien fait. Et puis, on aura des gens en face de nous qui vont nous expliquer à quel point c'est pas bon du tout ce qu'on est en train de dire, parce que nos indicateurs sont pas bons. Il me reste 2 minutes. Donc, ça, j'insiste, ce n'est pas un indicateur de température sociale. Pour que ça fonctionne, je pense qu'il faut définir des indicateurs et qu'il faut les définir ex-ante. Et s'il me reste 2 minutes avant de conclure, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, mais je ne sais pas trouver la recette, c'est que l'évaluation... Alors, autant je dis que ce n'est pas un indicateur de température sociale, mais autant je dis aussi qu'il faut que le citoyen et l'usager soient avec nous, embarqués dans les projets de politique publique et nous permettent d'évaluer. Alors, nous, à la CINOR, on a consulté, on a un conseil de développement. Donc, on a consulté notre conseil de développement. Bon, c'est une très bonne démarche, on est très contents. Mais les conseils de développement, comme souvent, c'est personnel ce que je dis, hein, mais comme souvent, les commissions institutionnelles, c'est un regard. Mais ce n'est pas toujours représentatif de tous les usagers et les citoyens. Et je pense que ça, c'est un élément fondamental, encore plus à La Réunion. Moi, j'avais vécu les Gilets jaunes à l'époque, j'étais en fonction sur un autre poste. Si on veut que nos citoyens soient avec nous, il faut les associer, bien sûr, au projet, mais il faut les associer à l'évaluation. Et je ne sais pas comment, parce que souvent, ça bascule sur du Facebook, ça bascule sur du l'a-dit-l'a-fait, voire des querelles politiques, etc. Mais je considère que c'est très important. Et du coup... c'est ce que j'ai mis dans mes propos conclusifs quand j'ai rédigé le papier, ça renvoie quand même à une dimension politique de l'évaluation. C'est où est-ce qu'on veut mettre le citoyen? Est-ce qu'on veut en faire vraiment un citoyen éclairé? Est-ce qu'on veut qu'il soit copilote avec nous? Est-ce qu'on veut qu'il soit auditeur? Est-ce qu'on veut qu'il soit spectateur? Est-ce qu'on veut qu'il soit partie prenante? Est-ce qu'on ose? Est-ce qu'on est d'accord sur ce que c'est que la solidarité? Est-ce qu'on ose travailler avec le citoyen? Et c'est pas facile, même pour moi en tant que DG, je le dis comme ça, je suis convaincue, quand je rentre au bureau là, je vous assure que j'ai beaucoup plus de difficultés. Et donc, si j'avais 3 choses à retenir, à dire en conclusion, c'est qu'à La Réunion, la solidarité territoriale s'exprime par l'aménagement du territoire. L'évaluation, elle est indispensable, elle doit se travailler avant. Et puis enfin, et surtout, c'est un débat de démocratie, un débat démocratique à La Réunion et de gouvernance plus globale sur l'association du citoyen dans la politique publique de solidarité et dans l'évaluation. Merci Madame O'Haraud. Je vais donner la parole sans tarder à notre prochain intervenant. Si j'arrive à reprendre la main sur le diaporama, puisqu'on a un souci de décalage. Voilà. Bien, alors nos 3 interventions vont être vraiment très complémentaires, différentes. Je serai peut-être plus techno. Quand on m'a proposé d'intervenir devant vous cet après-midi, j'ai voulu témoigner d'une démarche qu'on a engagée depuis 2020 au département de La Réunion, qui est le pilotage territorial des politiques sociales par la donnée. Alors, ce sont des termes qui peuvent apparaître antinomiques, hein, pilotage des politiques sociales par la donnée. Ça interpelle d'abord les travailleurs sociaux, d'accord, mais ça interpelle. Alors, pourquoi, et avant de vous dire comment, pourquoi piloter l'action sociale par la donnée?
En fait, depuis les années 2000, et puis ça s'est beaucoup renforcé dans le milieu des années 2010, le législateur a renforcé les exigences de performance des politiques sociales. C'est-à-dire qu'il a fixé aux conseils départementaux, il ne faut pas imaginer que le département est libre de faire ce qu'il veut en matière d'action sociale. Le département, il est encadré par un arsenal législatif qui lui dit exactement ce qu'il doit faire. Et cet encadrement est extrêmement précis. Le législateur nous fixe des objectifs en matière de transformation de transformation des situations sociales, sur l'insertion des bénéficiaires du RSA, sur la protection de l'enfance, sur l'aide sociale à l'enfance. Le législateur nous a fixé des objectifs extrêmement précis de transformation des situations, donc des situations individuelles. Nous sommes amenés à conduire des publics vers une autonomie. Et j'ai envie de dire ça, c'est pas très nouveau en soi, sauf que le législateur est aussi venu dire dans quel délai, suivant quels moyens, avec quel rythme, et quels sont les résultats attendus. Donc on a vraiment, ces 20 dernières années, ces 25 dernières années, un renforcement, une exigence de performance sociale qui s'est extrêmement, accrue et qui est venue encadrer de manière très forte l'action sociale départementale. Et cette exigence de performance, elle est venue heurter le travail social. Pourquoi elle est venue heurter le travail social ? Parce que dans la déontologie du travail social, on travaille au rythme de l'individu que l'on accompagne. C'est-à-dire qu'on accompagne la transformation en fonction de l'adhésion que l'on rencontre chez la personne qui est accompagnée. Donc on est dans une interaction qui dépend du rythme de la personne accompagnée. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le législateur, lui, il est venu imposer un rythme. Et donc, on a la nécessité d'accompagner le travail social aussi parce que nous devons rendre des comptes. C'est-à-dire que la collectivité, dans ce cadre législatif, elle n'est plus, sur ces sujets, elle n'est plus vraiment libre. Elle doit rendre des comptes. Vous avez dû entendre parler d'un certain nombre de rapports. Le rapport de la Cour des comptes sur le RSA, qui a conduit la réforme France Travail et qui est venu renforcer les exigences tant vis-à-vis de l'ex-Pôle emploi que des départements, que des bénéficiaires du RSA eux-mêmes. Vous avez dû entendre parler des travaux en cours sur la protection de l'enfance, des différentes commissions d'élus nationaux, des commissions parlementaires, qui est venu pointer du doigt les insuffisances tant de l'État que des collectivités sur la problématique de la protection de l'enfance. Donc, ce cadre législatif, cette exigence renforcée, ce changement que ça implique en matière de travail social, a conduit à déployer ce pilotage territorial des politiques sociales par la donnée pour être en mesure, de vérifier si nous étions en capacité de répondre aux exigences de la loi, et aussi pour mesurer si nous étions, si nous répondions aux exigences de la loi et si nous étions en capacité de le faire. Il faut qu'on puisse évaluer les deux. À la fois l'écart que nous avons par rapport aux objectifs qui sont fixés par la loi, et d'autre part l'écart que nous avons à combler pour y parvenir. Et donc là, depuis 2020, il y a tout un travail qui s'est engagé pour, sur ces deux volets, dans ces deux dimensions, objectiver le besoin,
en clair quel est cet écart et que nous aurions éventuellement, et que nous avons, hélas, à combler, fixer un cadre organisationnel dans lequel nous allons répondre aux besoins, optimiser la ressource, parce qu'on est dans un environnement contraint, et même si, j'ai envie de dire, il faut faire de l'évaluation des politiques publiques, quel que soit l'environnement dans lequel on se situe, quand on est dans un environnement contraint, nos décideurs, nos élus, doivent pouvoir savoir où ils vont au moins trouver les effets leviers les plus forts. Harmoniser les réponses, parce qu'en fait, vous le verrez tout à l'heure, le département, l'action sociale du département, c'est 1500 agents répartis dans 27 maisons départementales, 36 services de polyvalence et d'aide sociale à l'enfance, 5 territoires d'action sociale. Quand je dis 1400 agents, il y a pratiquement 1400 façons de comprendre ce que c'est que l'action sociale. Et puis, anticiper les besoins. C'est-à-dire qu'en définitive, il faut pouvoir faire, c'est une action permanente. On ne peut pas s'arrêter en matière d'action sociale, puisqu'on travaille sur l'humain, mais je pense que c'est vrai aussi en matière d'aménagement et d'équipement. Objectiver le besoin pour y répondre, c'est ce qu'on a commencé, c'est par là qu'on a commencé, pour sortir du ressenti. Quand j'ai pris mes fonctions en 2020, j'ai commencé par une espèce de course au débrayage sur tous les territoires d'action sociale du département, parce que nos travailleurs sociaux et nos équipes étaient dans une dynamique de j'ai un besoin, je crie le plus fort pour le faire entendre et pour avoir une réponse. Sauf que ce type de méthode aboutit à des déséquilibres dans l'affectation des ressources qui sont défavorables, bien sûr, à l'équité du service public. Ah d'accord. Alors je vais aller très vite. Centrer le management sur les objectifs de politique publique, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une organisation aussi importante en volume, en personnel, on a parfois tendance à se préoccuper davantage de soi que du public qu'on a accompagné. Ouvrir et animer un espace de dialogue de gestion permanent, c'est-à-dire que objectiver, c'est écouter. Avant de dire, c'est écouter et se mettre d'accord sur des éléments de dialogue. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, une répartition géographique très étendue de nos actions, avec la difficulté de les piloter à distance. Donc on a fixé un cadre organisationnel qui a fixé des objectifs, des missions, des rôles, qui a défini des articulations, des modalités d'animation et qui a déterminé des indicateurs, notamment des indicateurs de charge, à partir de quand n'est-on plus en capacité d'agir. On a souhaité optimiser la ressource. Je vais vous donner un chiffre et je ne vais pas vous présenter le slide après. En 2020, sur les territoires d'action sociale du département, 60% des effectifs ne sont pas dans le cœur de métier. Et donc, si on veut répondre aux exigences de la loi, il faut inverser ce ratio. Harmoniser les réponses à la demande sociale, c'est je vais surtout m'arrêter sur formaliser, préciser les objectifs et les procédures. Il ne faut pas croire qu'en matière d'action sociale, il suffise de dire pour que ce soit fait, mais je pense que c'est vrai dans tous les domaines, d'accord ? Mais là, en l'occurrence, comme disait un collègue, il faut qu'on soit en capacité d'accompagner les équipes jusqu'au dernier centimètre qui existe entre la personne entre le public et la personne qui l'accompagne. Et donc ça suppose, si on veut être efficace, être performant, ça suppose aller le plus loin possible dans le détail des procédures et des processus que l'agent de terrain va devoir mettre en œuvre. Et donc anticiper les besoins,
c'est suivre et analyser de manière collégiale l'évolution de l'activité, mais c'est aussi communiquer auprès des décideurs les résultats de cette activité. Et donc, on a déployé depuis environ 9 mois un BIP social, donc c'est le bulletin d'information de la prévention, polyvalence, insertion du département, des services sociaux du département, qui permet de dire pourquoi les gens viennent nous voir, et qui permet de dire aussi si la réponse qu'on leur apporte est en lien avec les raisons pour lesquelles ils viennent nous voir. Et c'est à partir de ces éléments-là qu'on finalement fait évoluer dans un processus itératif et d'évaluation permanente notre offre de service. Voilà, merci. Merci beaucoup de cette présentation. On va passer à la dernière présentation qui est en l'occurrence la mienne. Je vais essayer de respecter moi-même le temps que j'ai imposé aux autres intervenants. Ce ne sera pas une intervention théorique. On l'a un peu dit dans la vidéo. Les difficultés sur l'évaluation ne sont pas tellement d'ailleurs techniques. C'est pas très compliqué d'évaluer. La difficulté, on l'évoquera à travers ce cas, c'est plutôt... je dirais, de faire évoluer les comportements des acteurs, d'essayer d'avoir des évaluations à impact qui simplement ne répondent pas à la contrainte réglementaire. On l'a fait avec un cas particulier, toujours sur les problématiques de politique solidarité, puisque Optimal a accompagné un groupement d'intérêt public qui est le GIP-DSU, Dotation Solidarité Urbaine, de l'agglomération de Pau, dans le cadre de son contrat de ville 2015-2023. Et ce contrat de ville vient de terminer et un nouveau contrat de ville 2024-2030 a été signé avec l'État, avec le département pour justement accompagner et traiter des problématiques, notamment dans les quartiers défavorisés. Donc on a mené une étude maintenant qui date il y a 3 ans, un accompagnement sur un temps long et on était là pour finalement accompagner la collectivité à l'évaluation de ce contrat de ville. Et donc cette étude se situer dans un contexte, on l'a un peu dit, ça me permettra de faire le lien avec vous, où en fait, comme le disait Madame O'Haraud, on parle de l'évaluation depuis longtemps, mais sous des dispositifs ou des influences qui sont plutôt nationales et institutionnelles. C'est-à-dire l'État essaie d'imposer les pratiques d'évaluation à lui-même. Et quand on voit le résultat, on s'aperçoit que le résultat est plutôt négatif. C'est-à-dire si on reprend sur les dispositifs qu'on a évoqués tout à l'heure, ne serait-ce que la LOLF a émergé il y a maintenant quelques années. Si on devait en faire le bilan aujourd'hui, je pense qu'en termes d'évaluation des politiques publiques, ça sera assez négatif parce que le prisme financier, et ça a été pareil pour la RGPP, était tellement fort au départ finalement que l'évaluation n'a pas abouti aux impacts informationnels et décisionnels auxquels elle pouvait prétendre au départ. Donc on a fait beaucoup de choses. À l'échelle locale, c'est pareil, je reparlerai tout à l'heure du contexte, mais il y a pas mal de discours et assez peu de pratiques. Donc on a été contacté par le GIP-DSU de l'agglomération de Pau qui avait déjà engagé une démarche évaluative de son contrat de ville et qui souhaitait être accompagnée parce qu'elle voyait bien que les évaluations qu'elle menait, elle les faisait de manière un peu artisanale, un peu intuitive et un peu bricolée. Alors excusez-moi de ces termes assez négatifs, mais ils sont le reflet de la réalité et c'est un problème par rapport à la thématique de l'évaluation parce qu'autant si on faisait des sciences dures et qu'on s'occupait de chimie avec des acteurs, les acteurs eux-mêmes qui n'étaient pas formés à la chimie, hésiteraient de faire de la chimie de manière bricolée et intuitive. Par contre, les acteurs qui ne sont pas formés à l'évaluation n'hésitent pas à faire de l'évaluation de manière bricolée. Parce qu'on peut évaluer, tout le monde peut évaluer. On parlait des réseaux sociaux, tout à l'heure, il est facile de donner une opinion sur quoi que ce soit. Et les acteurs aujourd'hui sont entraînés à évaluer sur quoi qu'il soit. Donc ici, on était dans cette thématique-là et on voulait essayer de faire de l'évaluation autrement. Donc on a proposé finalement une méthodologie innovante d'accompagnement de la collectivité dans le cadre de son contrat de ville en partant de constats. Et on a essayé de voir quelles étaient les limites des pratiques évaluatives. C'est-à-dire pour les évaluations qui étaient menées dans les collectivités, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et on a pour cela interrogé 400 collectivités locales il y a 3 ans sur toutes les évaluations de politique publique qu'elles menaient, qu'elles concernent la solidarité, le sport, la culture, le DevEco, ce que vous voulez. Et on a analysé les pratiques de ces collectivités dans un contexte où on voyait bien que l'évaluation était vraiment en dynamique. Et cette dynamique existait depuis maintenant 5-10 ans, de
de manière pratique, parce qu'il y a plus de 10 ans, en fait, très peu de collectivités engageaient des missions d'évaluation. Et quand on a voulu analyser, on l'a fait avec des auteurs dans le cadre d'une publication scientifique, on a analysé ces pratiques évaluatives, et pour le faire très court, on a conclu que les évaluations, quand elles existaient, elles n'étaient faites que de manière ex post, et comme le dit Madame Waro, il est intéressant de le faire dès la construction des politiques publiques, penser les indicateurs pour ce qu'ils sont au départ, en fonction de l'analyse de l'atteinte ou pas des objectifs, alors que là, on est plutôt sur des évaluations ex post. On a plutôt des évaluations qui sont ponctuelles, c'est-à-dire je fais de l'évaluation une fois de temps en temps, alors que je suis d'accord avec Mme Moirot, l'évaluation, on le verra dans la méthodologie qu'on a mis en place, c'est une évaluation qui doit être continue pour alimenter la décision, et une évaluation qui était souvent très spécifique sur un objet donné, par exemple l'évaluation de la politique alpha, parce que la réglementation m'impose finalement de rendre compte de cette activité, alors que peut-être qu'il serait nécessaire d'évaluer idéalement toutes les politiques publiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toutes les politiques publiques sont liées les unes aux autres. On le voit, quand on parle de solidarité, je vais être obligé de parler d'aménagement, je vais être obligé de parler de logement, je vais être obligé de parler d'éducation. Donc peut-être que l'intérêt serait de rentrer dans un dispositif où on évaluerait les politiques publiques de manière beaucoup plus simple qu'on le fait aujourd'hui. Parce que quand vous regardez les rapports d'évaluation, c'est un peu comme le rapport du SCOT qui fait 500 pages. Mais ces rapports d'évaluation, malheureusement, sont souvent illisibles et pas facilement traduisibles de manière décisionnelle. Donc ces rapports d'évaluation restent dans les beaux tiroirs de la collectivité et n'influencent pas finalement la décision. Et c'est ce qu'on a montré dans cette analyse, c'est que les évaluations étaient finalement trop spécifiques, trop ponctuelles, trop ex post. Elles étaient souvent trop financières parce que l'aspect budgétaire était mis en avant. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est facile d'obtenir des données financières. Quand on évoque la mesure et la disponibilité de données, c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir des données sociales ou des données d'impact ou des données de perception de qualité perçue par les usagers. Donc on va se focaliser sur le financier et avec tout ça, et finalement, les effets d'apprentissage sont quasiment tous réduits. Alors que l'évaluation est là pour apporter, pour répondre à des enjeux, la vidéo le disait, des enjeux démocratiques, rendre compte à la population, des enjeux décisionnels, que les élus puissent décider sur cette base. Dans la réalité, quand on regarde ce qui se passe, les effets d'apprentissage sont tout à fait réduits. Les seuls effets qui peuvent exister, c'est des effets qu'on pourrait appeler culturels ou comportementaux. Quand on fait de l'évaluation, ça permet de changer la perception des acteurs qui ont vécu l'évaluation sur ce que sont les politiques publiques. Mais plus loin, il n'y a pas d'effet décisionnel, par exemple, sur les arbitrages budgétaires. Dans très peu de collectivités qui font de l'évaluation, ils se servent de l'évaluation pour décider mieux les orientations budgétaires, ce qui est quand même assez paradoxal par rapport à l'enjeu de départ. Donc, fort de ces limites, on a proposé une méthodologie, on l'a mise en œuvre ces 3 dernières années, c'est long, dans la collectivité que j'évoquais à travers ce contrat de ville 2015-2023. Le premier changement, c'est que souvent, quand on fait faire une évaluation, elle est faite par quelqu'un de tiers à la politique publique concernée. Tiers qui peut être un cabinet, où on va payer très cher l'intervention sur un temps très court de quelqu'un qui n'est pas du tout expert de la politique publique et qui n'est pas du tout expert d'ailleurs de la collectivité non plus. Donc on va le payer très cher quand même pour faire un joli rapport qui malheureusement restera souvent dans le tiroir. Et nous on a voulu changer ça, et même dans les collectivités qui le font en régie, elles le font souvent par un service dédié, un service de l'évaluation des politiques publiques qui est un peu tiers à l'ensemble des directions métiers et supports de la collectivité. Et nous, notre prisme, c'était non. L'évaluation, c'est une auto-évaluation. Donc quand on a aujourd'hui une mission d'évaluation sur l'éclairage public à la ville d'Agen, qui a, avec l'agglomération, une politique très ambitieuse en matière d'éclairage LED et photovoltaïque, eh bien, c'est la direction générale des services techniques qui fait l'évaluation, alors qu'elle n'est pas du tout spécialiste, mais c'est elle qui est pilote de cette évaluation. Et nous, en tant que chercheurs, nous sommes garants de son accompagnement méthodologique pour que l'évaluation soit faite dans des bonnes conditions. Mais par contre, celui qui parle d'éclairage public, il sait de quoi il parle. Contrairement à moi qui l'accompagne, qui ne connaît rien au LED et au photovoltaïque, lui, il s'y connaît. Donc on fait de l'auto-évaluation continue dans le cadre de la collectivité. Deuxième changement, on fait aussi de l'évaluation micro. Ce dont on s'est aperçu, c'est que quand on évalue des politiques publiques, on évalue des objets trop macro. J'évalue la politique sociale, j'évalue la politique d'aménagement, mais vous imaginez ce qu'il y a derrière ces termes. Il y a un nombre d'actions qui sont mises en place par les collectivités qui sont énormes.
Et donc l'idéal n'est pas d'évaluer ces objets macro, parce que je peux en dire n'importe quoi. L'idéal serait d'évaluer tous les objets opérationnels et micros qui constituent la politique concernée. Chaque opération d'aménagement qui est réalisée par la collectivité. Mais ça prend du temps. Ça change le paradigme. Mais par contre, à partir du moment où je fais ça, j'évalue des éléments qui sont concrets, opérationnels, et qui vont donc impacter la décision future de la collectivité. Donc ce qu'on a fait avec cette collectivité, on a évalué toutes les actions du contrat de ville. Alors on ne les a pas fait tout d'un coup. Vous imaginez qu'on a étalé le travail. On a pris 3 ans. On a commencé par une douzaine d'actions. Il y en avait à peu près 200. Une douzaine d'actions qui étaient actions pilotes. On a évalué ces actions pilotes. On a regardé comment ça pouvait se faire avec les acteurs. Et on l'a fait de manière collaborative. C'est-à-dire que ce sont les chargés de mission, les porteurs de projets, c'est-à-dire les associations qui recevaient des financements pour mener à bien des actions sociales, qui participaient à l'évaluation de leurs propres actions avec nous, qui étaient là pour les accompagner d'un point de vue méthodologique. Donc on a fait de l'évaluation collaborative, on a fait de l'évaluation pluridimensionnelle, parce que quand on évalue, on attaque aussi bien des dimensions financières que sociales, qu'environnementales, qu'organisationnelles. On a fait de l'évaluation aussi outillée, c'est-à-dire qu'on leur a mis à disposition un outil d'évaluation des politiques publiques, alors que paradoxalement, quand vous regardez quels sont les outils qu'ont les collectivités pour évaluer des politiques publiques, c'est Excel, au mieux. Elles ont beaucoup de logiciels et de plateformes pour piloter d'autres politiques publiques. Elles ont beaucoup de logiciels en matière RH, financier, etc. Mais pour ce qui concerne les politiques publiques, en fait, on n'a pas d'outils de pilotage et d'évaluation, ce qui est assez paradoxal, en fait, d'un point de vue managérial. Donc on a fait tout ça dans la collectivité et on a atteint des premiers résultats. Les premiers résultats, c'est que sur 3 ans, on a déjà acculturé les acteurs à la question de l'évaluation. Et les acteurs, c'est les élus, c'est les porteurs de projets, c'est les chargés de mission et c'est les associations qui sont financées. On a aussi modifié l'organisation. C'est-à-dire que quand, par exemple, la ville faisait des appels à projets pour des associations pour être financées, on a intégré les éléments évaluatifs dès la demande de subvention, avec une évaluation ex ante, où les associations proposaient des indicateurs pour évaluer la performance des actions qui étaient financées par la collectivité avant que les actions soient engagées. Parce que sinon, le risque, c'est que je fixe mes indicateurs après et que je les choisisse pour, bien sûr, montrer que j'ai atteint l'objectif qui était fixé à l'avance. Donc, on travaille sur cette intégration de l'évaluation dans les process. On a aussi travaillé sur une amélioration de la gouvernance, du fonctionnement des acteurs qu'on a évalués avec les acteurs eux-mêmes. Et on a engagé cette évaluation sur un petit nombre d'objets, une dizaine d'actions par rapport aux 200 total. Et on a aussi intégré, comme Mme Moirot le disait, les usagers. Parce que faire de l'évaluation des politiques publiques sans les bénéficiaires, ça nous paraît paradoxal finalement avec ce qu'est l'évaluation des politiques publiques. Donc on a interrogé des bénéficiaires, on a fait des enquêtes de perception. Et ça aussi, quand on regarde les collectivités, comment elles font des enquêtes citoyennes, là aussi, permettez-moi de le dire, dans l'analyse des pratiques, c'est très bricolé. C'est-à-dire que les questions sont souvent très aléatoires, on ne sait pas quelles sont les dimensions qu'on mesure. Or, là aussi, appuyez-vous sur des chercheurs. Il y a des échelles de mesure de la qualité perçue qui existent au niveau international. Donc, on les a traduites. On a fait des questions simples. On en a fait 6. Pour ne pas avoir des questionnaires à 30 questions, parce que les citoyens n'y comprennent rien, ils n'y participent pas. Et donc, on a fait des enquêtes relativement simples avec les usagers pour avoir le retour sur la perception et retour qui était intégré dans les tableaux de bord qu'on a pu obtenir. Et donc, là, vous avez la vision d'un tableau de bord qu'on a mis en place sur une action qui s'appelle Garage social Mobiled, qui est un garage social, en fait, qui propose aux habitants du quartier le fait de mettre à disposition gratuitement un garage pour que les gens apprennent à faire leur propre vidange, par exemple, ou un garage qui permet de mettre à disposition des véhicules pour que les gens puissent, ou des vélos, pour aller au travail. Et donc ce garage social, eh bien, là, est évalué à travers l'atteinte de son objectif. Des indicateurs ont été déterminés avec les parties prenantes pour essayer de voir si finalement, et c'est ça la question qui est intéressante, c'est qu'est-ce que je fais de ça? Mais l'intérêt pour la collectivité, c'est de savoir si elle finance ou pas, dans les 3 prochaines années, Garage Social Mobiled. Est-ce que cette action a de la valeur? Est-ce que ça répond aux besoins? Parce que c'est finalement ça. L'opinion qu'on a sur l'évaluation, c'est ça au final. Il faut que j'en tire une conséquence. Est-ce que je continue à financer? Et là, il se trouve dans le contrat 24-2030, il y a moins de 30% des financements contrats de ville. Donc ça veut dire moins de 30% des financements des opérateurs,
des choix qui doivent être faits par la collectivité, les élus. Et là, il y a deux solutions. Soit je m'appuie sur les premiers éléments évaluatifs que j'ai, soit je peux le faire de manière clientéliste et je continue en tant qu'élu à arroser les associations que je pense utile d'arroser. Donc voilà, donc c'est ces systèmes-là qu'on a mis en place. Il nous reste encore beaucoup de travail parce qu'on doit, sur le prochain contrat, passer à l'échelle. Mais on a essayé de montrer qu'il y avait une autre méthodologie évaluative qui pouvait être mise en place. On a d'ailleurs rencontré la Cour des comptes récemment qui est venue nous rencontrer parce qu'eux-mêmes, paradoxalement, ne savent pas évaluer les politiques publiques, les magistrats des chambres régionales des comptes. Donc on a essayé de leur montrer ce qu'on faisait et dans les prochaines années, on va continuer à travailler avec cette collectivité pour passer à l'échelle, pour mettre en place des évaluations de manière un peu plus continue sur les autres objets et de continuer à faire valoir une autre démarche évaluative. Donc voilà, je voulais rendre compte de ce contexte, qui est un contexte original et peut-être complémentaire, me semble-t-il, par rapport aux trois autres interventions qu'on a pu avoir cet après-midi et qui concernaient toutes les politiques de solidarité. Donc voilà, merci, merci, c'est gentil. Alors, on va pouvoir passer maintenant à une phase de questions. Il nous reste 15-20 minutes. On a essayé de compresser le temps pour qu'il nous reste un peu de temps et que vous posiez des questions. Donc moi, j'ai plein de questions à poser à nos collègues, mais je vais commencer par vous. Je ne sais pas si ces 3 ou 4 interventions vous donnent l'occasion de vouloir poser une question aux intervenants, mais c'est à vous. On va peut-être, si tu m'aides, Céline, passer le micro ou poser une question pour commencer, si tu veux. Est-ce que tu as eu déjà une question, toi, à poser ou pas du tout? Une remarque, parce que j'ai beaucoup apprécié. Non, mais il marche. C'est moi qui suis supposée savoir. Oui, donc merci beaucoup. En fait, c'est une remarque qui va peut-être appeler un rebond de ta part, David. C'est en fait que... alors, j'ai beaucoup apprécié le démarrage avec une vidéo des années 80, parce que penser à l'évaluation, c'est sur un continuum du temps qui dépasse nos mandats. Voilà, vous avez changé de poste, Madame O'Haraud, vous êtes arrivée sur un autre challenge. Monsieur Elie nous a fait remonter le temps pour montrer la portée d'une action de politique publique sur le long terme, au-delà de nos échelles temporelles à nous. Donc merci pour ces témoignages de la prise en compte du temps qui est souvent très implicite en fait. On va parler de court terme, on va parler de long terme, mais on ne pense pas à l'action dans le temps long en réalité dans le process d'évaluation qui finalement se termine, enfin arrive plutôt un peu après que le film ait eu lieu, je vais le dire comme ça. Et donc peut-être qu'à ce sujet, David, en termes de prise en compte du temps dans le processus d'évaluation, tu aurais envie de ton côté de poser une question à nos invités et je les remercie encore 1000 fois. Peut-être peut-on commencer par cette dimension temporelle. Je l'ai un peu évoqué dans mon intervention à travers le contrat de ville et le temps long, alors qu'on peut peut-être penser que l'évaluation doit se faire sur un temps court, en particulier quand on est en contexte contraint. Donc comment ce temps a été appréhendé dans vos collectivités? Ça dépend des sujets. Vous avez parlé de la Cour des comptes. Nous, en ce moment, on est sous évaluation. C'est nouveau, ça, l'évaluation par les chambres et les comptes. On est sous évaluation sur la politique déchets. Évaluation, flash. Politique déchets, inutile de vous dire que ce n'est pas flash comme sujet. Hein. Donc, en créole, on dit plante un pied de bois, aujourd'hui, c'est mettre de l'ombrage pour demain. Donc nous, à la Sénat, on fait en géométrie variable. Il y a des actions d'évaluation moi, que je fais faire tous les ans sur le même sujet, parce que je veux regarder les process internes. Le SCOT, évidemment, on fait une évaluation en continu. On est sur jusqu'à 2045. Ça dépend vraiment des sujets. Et par contre, vous savez que vous avez raison qu'aujourd'hui, on est très tenté par le court-termiste et que ce n'est pas toujours très adapté aux politiques d'évaluation. Donc nous, on essaie de s'adapter, puis des fois, on n'en fait pas non plus, hein, pour être complètement honnête. Hein. La Chambre a changé de politique là-dessus. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui sont un peu dans la même situation que nous. La Chambre a changé de braquet là-dessus. Merci. Alors, je vais essayer de répondre à la question qui a été posée par Madame. Le temps dans le dispositif. Il faut savoir que les hommes politiques n'ont pas le temps. Ils sont pressés.
Et nous avons eu la chance, dans les années 70, d'avoir un homme politique qui, lui, se disait que le temps ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'est faire en sorte que notre collectivité, notre ville, devienne demain l'une des villes les plus dynamiques de La Réunion. Et cet homme, c'était, je l'ai dit, c'était Alfred Isotier. C'était un homme qui était très riche, qui n'avait pas besoin de ce mandat pour réussir. Et la première des choses qu'il a faites, c'est demander à des personnes qui travaillaient dans la collectivité, des jeunes Saint-Pierrois, d'aller faire des enquêtes sociales sur le terrain, de regarder combien de bidonvilles il y avait dans les quartiers de Saint-Pierre et combien de populations étaient intéressées. Les bidonvilles, il y en avait 6 ou 7 dispersés dans les quartiers de Saint-Pierre. Il y avait près d'1 millier de personnes qui habitaient dans ces bidonvilles, ce qui représentait aux alentours de 10% de la population de Saint-Pierre de l'époque. Et il s'est dit, il faut faire en sorte que l'on mette en place une politique sur 10, 15, 20 ans. Donc il n'a pas regardé si dans 20 ans il serait présent. Et nous, ce que nous avons fait, ce que nous avons eu la chance en réalité, c'est d'avoir des politiques qui n'ont pas trop bougé pendant ces dizaines d'années. Nous avons eu 2 mandatures sur ces dizaines d'années, ce qui nous a permis de faire nos opérations. Et comment on a procédé? Tout simplement en faisant l'évaluation en début, puisque je vous ai raconté l'histoire tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on a fait une enquête sociale pour évaluer nos besoins. C'était la première chose. Ensuite, je vous ai dit aussi que nous avons mis en place une stratégie qui visait à suivre l'évolution de ces opérations. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'à Saint-Pierre, il n'y a plus de bidonville. Tous les quartiers de Saint-Pierre ont été transformés. Nous avons de l'ANRU, nous avons des opérations liées à l'aménagement, nous avons des RHI, nous avons fait des logements sociaux. Bref, je ne dis pas que tout est bien, mais ce que je dis, c'est qu'il a fallu à un moment donné un éclair de génie pour qu'un homme politique se dise il fallait changer les choses. Et nous avons changé les choses. Au département, est-ce que c'était... comment vous apprenez le temps? En matière d'action sociale, si on fait des enquêtes flash, on arrive toujours en retard. D'accord? Parce qu'en fait, le temps qu'on constate, qu'on analyse, il est déjà trop tard pour agir, ou presque, enfin j'exagère, parce qu'en définitive, on parle d'êtres humains, de familles, de ménages, de personnes, et la situation des personnes, elle évolue en réalité en permanence. Et notamment dans un contexte comme celui de La Réunion, où ce qui va guider, ce qui va amener les gens à agir, c'est aussi bien, on va dire, l'action publique de long terme que des mécanismes d'opportunité qui vont tenter de saisir à un moment donné. Et donc, ce qu'on déploie, nous, aujourd'hui, c'est ce que je vous ai présenté, c'est un mécanisme d'auto-évaluation, d'accord, et d'auto-évaluation permanent, dans le cadre d'un dialogue, dans le cadre d'un processus itératif, participatif, avec un espace de dialogue ouvert en permanence, qui nous permet en fait de suivre et d'analyser, en tout cas c'est ce vers quoi on tend, de suivre et d'analyser les résultats de notre activité et l'évolution de la demande sociale qui est exprimée auprès du département. Sur la question du temps, pour rebondir sur le terrain que j'ai présenté, le contrat de ville, c'est vrai que là aussi l'espace temporel est traité de manière assez différente. D'ailleurs, si je reviens sur des éléments un peu techniques qui sont les indicateurs, il y a des indicateurs financiers qui sont plutôt sur des dimensions temporelles de court terme. On peut les avoir sur des dimensions de court terme. Les indicateurs de réalisation qui sont plutôt des indicateurs de moyen terme, les opérations qui sont réalisées, le nombre de personnes reçues dans le garage social mobilette, donc c'est mesuré sur un temps un peu plus long. Et ensuite, il y a la problématique des effets impact, on l'a un peu évoqué ici, qui, elle, est forcément sur du long terme, parce que les politiques publiques n'ont pas vocation à avoir des impacts qui sont que court-termistes. Certaines politiques peuvent l'être, mais sur des problématiques de solidarité, parce que la dimension humaine est forte, on aura sûrement des effets de long terme. Donc il faut se mettre plutôt dans un dispositif de temps long, ne serait-ce que sur les effets impacts, pour apprécier de manière pluridimensionnelle l'ensemble des éléments qui concourent à la création de valeur. La valeur financière, la valeur productive, je dirais, la capacité à mettre en place des services publics et aussi des effets que la politique publique va générer sur le territoire à long terme. Je crois qu'il y a une question. Olivier Naria, je vais faire des remarques
Alors, j'ai la particularité d'avoir une double casquette de l'enseignant-chercheur, mais également élu de la ville de Saint-Pierre. Donc, je ne vais pas interroger monsieur le directeur général des services. Premièrement, je voudrais saluer la qualité de vos 4 interventions complémentaires qui donnent sens à cette table ronde, aussi bien sur l'enchevêtrement des documents de planification d'urbanisme du SCOT qu'a rappelé Madame Moirot, qui est lié au PLU, qui est en relation avec le schéma d'aménagement régional, aussi bien, et je découvre que la politique sociale du département s'inscrit dans une analyse de la data. Les données deviennent un vecteur de connaissance et d'évaluation des politiques publiques. Et naturellement, chers collègues, l'évaluation novatrice que vous proposez concernant les contrats de ville, c'est à mon sens une démarche particulièrement intéressante. Mais je pense que ce texte d'évaluation s'inscrit très souvent dans un contexte, le contexte des collectivités territoriales. Et ce contexte est lié à la figure d'un maire, d'un président de PCI, d'un président de conseil régional et conseil général. Et le lien qu'il aborde avec son administratif qui dirige les opérations, DGS, est extrêmement important. Car dans une collectivité, l'administratif propose et le conseil municipal décide, en l'occurrence avec le maire. Et cette culture de l'évaluation, si aujourd'hui il y a de grandes difficultés à la mettre en opérationnalité dans les collectivités, c'est parce que la dictature de l'urgence des mandats électifs, ce que vient de rappeler Daniel Elie, c'est le dénominateur commun de toute politique publique. Et lorsqu'une collectivité, un maire est en place, son action se mesure par le renouvellement de son mandat électoral. Et je voudrais faire la remarque qu'il n'y a pas de hiérarchisation dans les capacités de faire de l'évaluation. L'évaluation d'un maire qui est en place depuis 1, 2, 3, 4 mandats, qui connaît son territoire, qui connaît ses acteurs de terrain, même s'il n'est pas sur des indicateurs scientifiques, il évalue sa politique publique. Et quelque part, la réussite de son renouvellement, c'est évaluer sa politique publique. Dans le même temps, il y a des enjeux, et je ferai le lien sur nos collectivités insulaires. Le contexte est forcément lié à des difficultés liées à une histoire, à une dictature de la programmation de logement, qui est une donnée extrêmement importante. Cette évaluation, je pense que la solution, c'est qu'elle réponde à un besoin des administrés. Si la réponse est de démontrer que cette évaluation permet d'améliorer le bien-être des quartiers, des populations des quartiers, c'est l'objectif, et ça renvoie à la question du sens de l'évaluation. Quel sens on veut donner à cette politique d'évaluation ? Et sur le contexte de notre territoire insulaire, c'est un sens qui est important, mais naturellement, il n'y a pas cette culture qui existe, malheureusement. Alors, je ne sais pas si nos collègues veulent intervenir. Moi, juste pour leur donner le temps, il y a eu plusieurs choses intéressantes, on pourra en reparler, mais qui me venaient en vous écoutant. La première, c'est sur la question du lead. C'est vrai que dans l'évaluation, on est dans des dispositifs qui sont souvent non obligatoires. Et l'évaluation peut être volontariste. Et quand elle est volontariste, alors quand elle est obligatoire, elle est faite souvent à minima pour respecter la réglementation, sans forcément d'effet. Bon, ok. Quand elle doit être volontariste, on s'aperçoit que pas grand monde l'a fait. Pourquoi ? On a interrogé les collectivités sur justement les déterminants de l'innovation. Qu'est-ce qui fait que des collectivités sont innovantes ou pas, en matière d'évaluation ou pas ? Et en fait, la réponse dominante, c'est d'ailleurs même pas le contexte financier. C'est-à-dire, la pression financière n'est pas un facteur d'innovation. Pour qu'il y ait innovation, souvent, le déterminant, c'est le leader. C'est que certains leaders auront la capacité à engager, d'autres seront même opposés. J'ai vu des élus s'opposer à la question évaluative en indiquant que le seul dispositif évaluatif qu'ils autorisaient, c'était l'élection, quelque part. Mais en termes décisionnels, ça a ses limites. Donc il y a cette question de leadership qui est relativement importante dans ce que vous évoquiez. Après, il y a la question de l'objet et du périmètre. On a un peu réfléchi à la question, mais là, ça serait source de débat infini sûrement. Quand on parle d'évaluation des politiques publiques, nous, l'objet qui nous intéresse, c'est les politiques publiques.
l'évaluation des politiques publiques. On n'est pas en train de parler d'évaluation des structures publiques. C'est tout à fait différent. Lors, quand vous parlez de l'élu et de sa responsabilité ou de sa capacité de réélection, malheureusement, on fait une identité entre les politiques publiques et les structures. Or, quand vous regardez, ne serait-ce que regarder sur le périmètre de la Réunion, mais sur une politique publique, en fait, elles sont toutes liées les unes aux autres. Et quelles que soient les structures, je suppose que quand on est Sinor ou quand on est Ville de Saint-Denis, on a un enchevêtrement de compétences quelquefois, mais aussi surtout d'impact des politiques publiques. Donc l'intérêt de demain, pour moi, je ne dis pas que, là je suis plutôt utopiste en tant qu'universitaire, mais c'est qu'on dépasse les structures, c'est qu'on évalue les politiques, et quelque part, les politiques qui ne seraient plus directement liées aux structures qui exercent ces compétences-là. Alors après, il faudrait voir comment ça pourrait se faire de manière transverse, mais si on dépassait cette vision-là et qu'on s'intéressait de manière transversale aux politiques publiques et non plus aux structures qui mettent en place ces politiques, on dépasserait le débat électoral, puisque l'imputabilité, là, serait globale, et elle affecterait à la fois la commune, à la fois l'interco, à la fois le département et à la fois la région. Et les élus devraient alors se mettre autour de la table pour voir quelle serait peut-être la stratégie commune, voir quels seraient les résultats de cette stratégie commune et de cette organisation. Donc on retombe sur la question de la gouvernance tout à l'heure, sur les politiques touristiques. Donc voilà, notre point de vue, c'est qu'on devrait dépasser ce débat, intégrer la transversalité, dépasser les structures et qu'on puisse mettre en place des dispositifs, ils existent que très rarement en France aujourd'hui, qui permettent le dépassement de cette vision structurelle pour évaluer des politiques qui seraient par essence transverses. Moi, je voulais vous remercier pour votre intervention qui est extrêmement pertinente. Il y a une concurrence des évaluations. L'évaluation technique et l'évaluation politique. Et on ne peut pas retirer à un élu qui est évalué régulièrement par ses électeurs cette légitimité de l'évaluation politique. Il y a une concurrence des temps entre je parlais de l'élu qui rend compte aux électeurs, le temps politique, le temps du citoyen, le temps de l'administration, ce ne sont pas des temps identiques. Et donc, il faut arriver à faire converger tout ça. C'est ça l'enjeu. Si on veut inscrire la démarche évaluative de manière structurelle dans l'action des collectivités, il faut que ces temporalités, que ces évaluations convergent. Pour qu'elles convergent, il faut qu'elles soient utiles. C'est ce que vous avez indiqué. C'est-à-dire qu'elles s'inscrivent dans le temps de l'action. Et qu'elles s'inscrivent dans le temps de l'action de tous. Pas seulement dans le temps de l'action de l'élu, mais aussi dans le temps de l'action de l'équipe qui met en œuvre la politique publique, qu'elles s'inscrivent aussi dans le temps de l'action du bénéficiaire de cette politique publique. Et donc, pour faire converger les temps, faire converger les évaluations, il faut que dans le travail ante-action, ex-ante on a dit, il faut qu'on travaille bien et qu'on détermine bien ensemble quels sont les indicateurs que l'on va suivre. Et il faut que ces indicateurs ils soient définis en commun et qu'ils soient peu nombreux et qu'ils parlent aussi bien au président du conseil départemental qu'à l'agent d'exécution dans la maison départementale qui va devoir mettre en œuvre une partie du process. C'est lorsque l'ensemble de la chaîne, on parlera tous de la même chose, qu'on fera converger ces évaluations et ces temps. Mais c'est, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour compléter justement, pour moi, cette remarque est importante, c'est qu'il ne s'agit pas d'ailleurs, il faut les faire converger, mais il ne s'agit pas qu'elles deviennent uniques. Il ne s'agit pas pour moi que l'évaluation dite technique devienne évaluation politique et que quelque part on soit sur une logique de presse-bouton où l'élu soit obligé à tenir compte de la décision qui est déjà prise par le tableau de bord. C'est pas du tout ça l'idée. C'est qu'on a une évaluation qui relève de la dimension technique, que moi j'appelle managériale, mais peu importe, et qui éclaire l'évaluation politique. La rationalité technico-managériale alimente la rationalité politique. Et peut-être même que la décision qui sera prise par l'élu sera contraire à la décision qui pourrait être prise, qui serait imposée par le tableau de bord. Moi, à titre personnel, j'étais vice-président d'université chargé du budget. On avait des indicateurs sur des problématiques de formation où on n'avait pas assez d'étudiants. J'avais tous mes indicateurs
des licences chez nous de formation à la langue basque, tous les indicateurs étaient dans le rouge. On dépensait 1000 heures de formation pour 4 étudiants. Mais quand on divise l'un par l'autre, on voit bien qu'on explose les coûts par unité et par étudiant en l'occurrence. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Le tableau de bord nous disait mais fermez la formation. Qu'est-ce qu'on a fait? On a continué à la laisser ouverte. Parce que en fait, pour le territoire basque, il était important qu'on ait la seule formation en France à former aux langues basques. Par contre, on a tenu compte des indicateurs, on a essayé d'apporter des actions correctives pour qu'on ait plus d'étudiants, rendre la formation... Vous voyez ce que je veux dire? La rationalité politique, elle doit être présente. Il ne doit pas y avoir d'unicité sur les deux rationalités. Par contre, selon moi, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a un découplage. C'est-à-dire, quand il y a l'évaluation technique, on a l'évaluation politique, et l'évaluation politique ne tient pas du tout compte de l'évaluation technique amont. Donc l'idée, c'est de coupler l'un et l'autre, qui est convergence, je suis d'accord avec le terme, mais il n'y a pas d'unicité entre les deux rationalités. Elles doivent rester distantes. J'ai une question. Frédéric Aranwaro, je représente le Césaire de La Réunion et son président Dominique Vienne. Vos interventions étaient extrêmement intéressantes, nous apportent... Le Césaire s'intéresse énormément donc, à l'évaluation des politiques publiques. On a fait une publication assez récente, mais vos présentations... Après, je pense qu'il y a une limite et plus à votre présentation sur la ville de Pau. En fait, le risque, c'est que l'évaluation des politiques publiques ne peut pas être l'évaluation des salariés. On ne peut pas imaginer qu'on va évaluer une politique publique comme on évalue un salarié en disant « tu avais tel objectif, on t'apprécie là-dessus, on va te noter et tu es mal ou bien évalué ». C'est un peu avoir une... Voilà, je pense que c'est sûrement la limite, c'est ne pas être dans du management quand on évalue des politiques publiques, ne pas être sur des critères trop précis. Moi, ce qui me faisait peur, c'était un peu votre évaluation, demander à des associations pour appréhender, définir leurs propres objectifs, se noter, enfin s'évaluer là-dessus, pour voir si on continue ou pas. Voilà, je crains que peut-être qu'à certains moments, on puisse mélanger management et évaluation des politiques. Juste pour préciser, en fait, c'est pas du tout ce qu'on a fait. C'est que quand j'ai Garage Social Mobiled en face, qui demande 10 000 € pour financer son activité sur 3 ans, on dit qu'il participe à une politique sociale dont les objectifs sont fixés par la collectivité, avec un objectif alpha. Comment elle peut contribuer, cette association, à la réalisation de cet objectif et comment elle pense, grâce à cette opération Garage Social Mobiled qui serait financée, à participer à cette politique publique. Et on travaille avec elle sur la fixation de valeurs cibles en disant « Ok, si vous voulez proposer un garage social au territoire, enfin, à la population, à un quartier, combien de personnes vous allez devoir rencontrer par an ? À combien on estime finalement l'affluence de personnes qui seraient en capacité d'avoir des véhicules pour aller au travail. C'est ça en fait, la co-construction elle est là. Elle n'est pas tellement sur la détermination de l'objectif, il est amont, il est dépendant de la ville. Et, par contre, on travaille avec eux sur les impliquer à l'évaluation parce que ce sont eux qui vont avoir les données. Pensez comme l'État fixé dans le cadre de l'OLFIC, d'avoir une database qui évalue toutes les politiques publiques, on sait que ça ne marchera pas. Donc les données, elles doivent être aussi produites par les acteurs locaux et donc on les associe simplement à la production des données, mais avec eux. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui fixent les indicateurs tout seuls, on le fait avec eux. Ce n'est pas eux qui fixent les cibles tout seuls, on le fait avec eux. Et on construit ensemble cette évaluation. C'est ça l'idée. Une dernière question, on a un peu de décalage de temps, mais on a commencé avec un quart d'heure, donc on peut se fixer le... Peut-être Madame Waro, je vous ai coupé la parole tout à l'heure. Ouais. C'est quoi l'évaluation de la performance auditive de la salle? Non, moi j'ai beaucoup apprécié la remarque... de l'élu de Saint-Pierre, enfin je ne sais pas si c'était l'élu de Saint-Pierre qui parlait ou le chercheur d'ailleurs. Et ça, dans notre rôle de DGS, vous voyez, c'est vraiment une préoccupation qu'on a. C'est comment l'évaluation peut être un outil pour nos élus dans un projet politique, voire dans un programme de campagne, parce que sinon, ça ne sert à rien si l'élu s'en empare pas pour en faire un projet. Et c'est là où moi, dans ma conclusion, je dis... Le citoyen, comment on peut faire en sorte qu'il soit éclairé, pour ne pas dire l'électeur, pour reprendre votre terme,
pour qu'il soit éclairé, pour qu'on lui apporte les outils. Après, il fait son propre choix, pour qu'on lui apporte les outils pour réfléchir. Je reprends un exemple concret que j'ai vécu. On sort d'un cyclone et on dit c'est très important de diminuer le risque pour protéger notre population. Donc, l'objectif, c'est la diminution des risques et la protection des populations. Pour ça, je reprends l'exemple des réseaux, il faut refaire des réseaux sur Sagny, comme dans d'autres collectivités. À la Sénor, on est sur des vieux équipements. Ça coûte cher, on cherche des financements, on fait les plannings, les gants, tout ça là, super, on est content. Non mais madame la DGS, non mais vous pensez pas qu'on va casser la voirie comme ça là? Parce que là, ça va pas être possible. Je vous fais pas le dessin. Et donc, c'est là où je me dis, et c'est là que c'est intéressant, ce que vous dites là, Olivier, c'est là l'intérêt entre le débat entre nous et nos élus, entre les élus et la population, pour que tout le monde se comprenne. Après, chacun reprend sa place, fait ses propres choix, mais on se comprend. Et on n'est pas dans des injonctions paradoxales, parce que des fois, on dit un truc, mais après, sur le terrain, je vous assure, on n'arrive pas à faire parce qu'il y a d'autres contraintes. Et si on arrive à instaurer ce dialogue-là dont vous parlez, c'est-à-dire nous, les DG, avec nos élus, les élus avec la population, je pense qu'on arrivera à se mettre d'accord sur la façon dont on peut évaluer des politiques publiques ou des projets pour être plus basiques. Et après, chacun reprendra sa place là où elle doit être. Et c'est là où je dis qu'il faut que le citoyen soit éclairé, moi. Très bien, je crois que c'est un très bon mot de conclusion pour cette table ronde et qui n'a pas vocation à proposer des solutions finales. Vous avez bien compris qu'on est au milieu du gué, voire au début des problématiques sur cette thématique. Mais il y a beaucoup de choses à faire dans les collectivités. Et en tout cas, comme la thématique de la gouvernance qu'on a éclairée tout à l'heure avec la table ronde numéro 1, la thématique de l'évaluation est une thématique d'intérêt pour le groupement d'intérêt scientifique Optima. Et donc je remercie l'ensemble des acteurs et intervenants qui sont venus ici pour apporter leur éclairage sur des pratiques qui sont mises en œuvre dans leur collectivité. Et voilà, donc bonne suite de table ronde demain. On a 2 autres tables rondes demain matin sur le management des transitions environnementales et sur le management des transitions numériques. Donc on continuera les débats à la fois entre praticiens et académiques. Merci. Et entre maintenant et demain, nous avons 2 choses. Il y a Noémie qui vous attend pour ceux qui souhaiteraient bénéficier de la proposition d'une visite culturelle demain après-midi. Donc si cela vous intéresse, Noémie est là pour vous renseigner, prendre votre nom parce que ça nécessite, pour être performant, un petit peu d'organisation et de coordination et de décision. Et puis la deuxième chose, c'est que le Sunset est là et il y avait prévu pour les 4 intervenants une petite interview individuellement filmée, si vous en êtes d'accord, pour en quelques minutes rapides dire qui vous êtes et ce que cette table ronde justement a suscité pour vous au titre des EIT. Donc tous les 4, si vous voulez bien. Alors là, pour le coup, il y a une deuxième étudiante magnifique qui va nous accueillir pour cette démarche d'interview pour vous 4. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. Merci aussi à nos collègues en ligne.